La Voix de l'Amérique. Une nouvelle année qui démarre, nous sommes le 1er janvier, bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. Au sommaire de ce tout premier numéro de l'an 2015, un regard dans le rétroviseur et ce qui pourrait encore faire la une dans la nouvelle année. L'Afrique de l'Ouest dévastée par l'Ebola, le monde est effrayé. Intensification des attaques terroristes de Boko Haram. L'État islamique gagne du terrain en Syrie et en Irak. Les États-Unis sont préoccupés. Et dans le petit Sénégal, à New York, les vœux des Africains. Jacques Aristide avec vous, un énorme plaisir de vous retrouver en ce premier jour de l'an. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Je vous souhaite plein de succès dans tous vos projets. Je vous accueille depuis New York pour vous présenter ce tout premier numéro de Washington Forum. Rideau sur 2014, bienvenue 2015. Beaucoup de sujets dans l'actualité, l'épidémie d'Ebola, les groupes terroristes Boko Haram, État islamique, les craintes aux États-Unis et tant d'autres encore. Et voilà pour ce premier numéro de Washington Forum. Et ça commence maintenant. Reportage. Eh bien, qui concerne l'un des événements marquants de 2014, l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, une crise humanitaire de proportions épiques qui a coûté la vie à près de 8000 personnes. Un rappel des faits avec Camille Grosdidier. Tout a commencé fin 2013 dans une région rurale de la Guinée lorsqu'un enfant a contracté le virus. L'épidémie s'est rapidement communiquée au reste du pays, puis au Libéria et Sierra Leone. Des cas ont été signalés au Nigeria, au Sénégal et au Mali. Parmi les principales victimes, le personnel soignant et plus d'un tiers des malades. Le virus a fait des milliers d'orphelins. Jamais cette fièvre hémorragique n'avait frappé aussi violemment. Le docteur Tom Kenyon des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies rappelle que par le passé, le virus à Ebola a été facilement jugulé, d'autant qu'il affectait des régions isolées d'Afrique centrale. Sur place, les gens savent ce que c'est et prennent des mesures pour arrêter le virus. Ils cessent de toucher les malades, de toucher les cadavres et les enterrent en toute sécurité. Ils se lavent les mains avec des solutions désinfectantes et ne se touchent pas mutuellement. Cela arrête l'épidémie. Mais en Afrique de l'Ouest, la situation est tout autre, déclare le docteur Lisha Nolan des CDC. La région a été le théâtre de conflits ces 20 dernières années et les gens ont peur des étrangers. Ils hésitent à les écouter ou à modifier des coutumes facilitant la propagation de la maladie. Il ne faut pas toucher une personne qui a les... Fréquemment, on croit que c'est une malédiction, qu'une sorcière a jeté un sort. En Afrique de l'Ouest, les déplacements se font plus facilement et les habitants passent librement d'un pays à l'autre, de la campagne à la ville, d'où la difficulté à contenir le virus. C'est un grand problème cette fois-ci, car les gens continuent de se déplacer et d'exposer d'autres personnes à l'infection. Médecins sans frontières avait averti que l'épidémie était déjà hors contrôle. En août, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie urgence internationale de santé publique. L'aide internationale a commencé à affluer. Les États-Unis ont déployé près de 3000 militaires pour construire des centres de traitement au Libéria. D'autres pays et organisations sont intervenus. À la mi-décembre, la directrice de l'OMS, le Dr Margaret Chan, a dressé un bilan mitigé. Des progrès dans certaines régions, mais de nouvelles flambées du virus ailleurs, notamment en Sierra Leone. La vigilance s'impose. La complaisance serait notre ennemi. Et si nous avons réussi à faire plier la courbe un peu, nous devons continuer à faire plus pour arriver à 0 cas. Dans l'attente de vaccins ou traitements efficaces, le mieux reste de détecter la maladie le plus rapidement possible pour apporter aux patients les soins qui peuvent faciliter leur survie.
En 2014, Boko Haram a intensifié le rythme effréné de ses attaques au Nigeria, multipliant les massacres de civils, les attentats sanglants et les enlèvements dans son fief du nord-est, mais aussi dans le reste du pays. Le kidnapping mondialement médiatisé de près de 300 lycéennes de Chibok n'a pas abouti à l'annihilation du groupe armé, comme promis pourtant par le chef de l'État nigérian, en récapitulatif en images. Rien qu'au cours de la première moitié de 2014, les attaques de Boko Haram ont fait plus de 2000 morts civiles, d'après des organisations de défense des droits humains. Un bilan meurtrier que ces ONG comparent avec les 3600 personnes tuées pendant les 4 premières années de l'insurrection. Dans le nord-est du Nigeria, les habitants pleurent les morts et les personnes enlevées. 219 écolières de Chibok sont toujours portées disparues après leur kidnapping par les combattants islamistes de Boko Haram en avril dernier. Un rapt massif qui a attiré l'attention planétaire sur la terreur que sème le groupe armé dans le nord du pays. Le mouvement Bring Back Our Girls, ou Ramenez-nous nos filles, prend alors une tournure mondiale. Des rassemblements quotidiens ont d'ailleurs toujours lieu au Nigeria. Tout au long de l'année écoulée, les insurgés ont pris villes et villages, ils ont incendié, pillé et tué. Une escalade qui a fait fuir plus d'1 million de civils jusqu'à maintenant. Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a proclamé un califat, une déclaration qui n'est qu'un coup médiatique selon des observateurs. La secte islamiste continue toutefois à gagner du terrain. Les extrémistes ont poursuivi les bombardements en 2014, le mois de novembre ayant connu des attaques particulièrement sanglantes, au moins 47 morts dans un collège de garçons de Potiskum, environ 120 dans une mosquée de Kano et plus de 45 personnes tuées dans un double attentat suicide perpétré par 2 femmes dans un marché populaire de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Le gouverneur Kashim Shettima. Ce que ces fous sont en train de commettre ici est complètement en contradiction avec l'enseignement de l'islam. Ce sont des malades bourrés de rage. Ces aliénés ont déjà leur place réservée en enfer et ce sera la plus ardente. L'émir de Kano a appelé le peuple à s'armer. Nous ne devrions pas attendre l'arrivée des soldats. Avant qu'ils ne débarquent, le carnage aura déjà été perpétré. Certains d'entre eux prennent même leurs jambes à leur cou et abandonnent leurs armes. L'armée nigériane a fait preuve de faiblesse en 2014. Au total, 66 militaires ont été condamnés à mort pour mutinerie. Le Cameroun est passé à l'offensive après des attaques de Boko Haram sur son territoire. Pour des analystes, le groupe islamiste est devenu un réel danger régional en 2014. Le président nigérian Goodluck Jonathan tentera de se faire réélire en février 2015. Mais la guerre et l'onde de choc à des conquêtes de Boko Haram dans le nord sont de mauvais augure pour les élections du mois prochain. L'année écoulée a également été marquée par la montée en puissance du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Leurs méthodes brutales, y compris des exécutions et l'esclavage, ont horrifié la communauté internationale, ce qui a poussé les forces occidentales à entrer dans le conflit. Bagassikura revient sur une année meurtrière dans la région et sur les perspectives pour 2015. L'État islamique, aussi appelé ISIL, a émergé d'un autre groupe extrémiste sunnite, Al-Qaïda en Irak. Selon Michael Stephens, directeur de l'Institut royal des services unis au Qatar, la montée en puissance rapide du groupe en 2014 a surpris la communauté internationale. Il était très clair qu'il y avait des problèmes en gestation en Irak à la fin de 2013, mais tout le monde était distrait par la Syrie. Quand ISIL a frappé en Irak, il a changé le jeu complètement. Au début de janvier, ISIL a saisi la ville de Fallujah. Sanja Gohel est directeur de la sécurité internationale à la Fondation Asie-Pacifique. Cela aurait dû sonner le réveil. Nous avons marché dans ce problème les yeux fermés et nous avons réagi très tard. En juin, le groupe s'est emparé de la deuxième ville d'Irak, Mossoul. Les soldats irakiens ont fui et l'ISIL a récupéré leurs armes avec environ 400 millions de dollars. Le groupe s'est entre-temps rebaptisé l'État islamique. Ses combattants ont occupé de vastes régions du nord de la Syrie
et de l'Irak. Sandia Gohel explique leur avancée rapide. Ils ont restauré des terres prises par le régime Assad aux paysans locaux. Ils leur ont permis de gérer leurs entreprises. Ils se sont mariés dans des familles, donc ils ont renforcé leur position sur le terrain. Le premier ministre chiite Nouri al-Maliki a été accusé de discrimination contre les sunnites, alimentant ainsi l'insurrection. Sous la pression internationale, ce dernier a démissionné en août. Alors que les forces de l'État islamique contrôlaient le nord de l'Irak, la minorité yézidi s'est retrouvée prise au piège sur le mont Sinjar. Des centaines d'entre eux ont été tués, des milliers d'autres capturés et réduits en esclavage. Les forces kurdes Peshmerga se sont aussi lancées dans la bataille. Pour leur part, les États-Unis ont commencé les frappes aériennes contre les positions de l'État islamique, d'abord en Irak, ensuite en Syrie. Ils ont été rejoints par des alliés comme la Grande-Bretagne, mais aussi des pays arabes du Golfe et plus récemment par l'Iran. L'État islamique a réagi en décapitant plusieurs otages occidentaux devant les caméras du monde entier. ISIL a uni la communauté internationale, où vous avez des partenaires qui ont souvent eu des relations très tendues comme l'Iran et les États-Unis, mais aussi les pays arabes du Golfe qui n'ont jamais su s'impliquer d'une manière significative dans la bataille contre les extrémistes dans le passé. Pendant ce temps, les forces gouvernementales sous le président syrien Bachar al-Assad ont continué de bombarder les zones tenues par les rebelles. De leur côté, les insurgés de l'armée syrienne libre se battent à la fois contre le gouvernement et contre les forces islamistes. Leurs appels désespérés à l'aide occidentale sont jusqu'à présent restés lettre morte. Mais selon Michael Stephen, cela va changer. Je pense que l'année prochaine, ce que vous verrez est un engagement plus soutenu des Américains parce qu'ils réalisent de plus en plus qu'il est nécessaire d'éviter l'effondrement de l'Irak et de la Syrie. Alors que la menace posée par l'État islamique s'accroît, les analystes pensent que les dirigeants feront face à une pression croissante, leur demandant d'attaquer le groupe terroriste non seulement par les moyens aériens, mais aussi par des combats dans les déserts de l'Irak et de la Syrie. L'épidémie d'Ebola, on en a beaucoup parlé et malheureusement cette épidémie continue à sévir en Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'artistes africains ont apporté leur contribution pour sensibiliser nos frères et sœurs sur le continent. Je vous propose d'écouter Africa Stop Ebola. Jacques Aristide et Roger Muntu de retour avec vous dans Washington Forum. Et voilà, maintenant on va passer aux commentaires Facebook. Il y en a eu une tonne évidemment sur notre page Facebook. Ce qui a retenu votre attention en 2014, vos attentes également pour 2015. Roger, on commence par vous. Chokorobino Keïta de Bamako, Mali, l'actualité a été dominée par l'épidémie des virus Ebola. Pour 2015, je ne souhaite rien d'autre que le succès pour le continent africain, surtout le changement. Yaya Bambala Traoré de Kankan, Guinée. Je me souhaite la réussite dans mes projets, évidemment plein de succès et plein de succès à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices. Bwanangele Kokanyange, le second de Johannesburg en Afrique du Sud. 2014 est bien. 2015, je demanderai à Dieu Tout-Puissant de me protéger et de protéger les autres. Jean-Joël Zida de Goundougou, Burkina Faso. Ce que je retiens, c'est la chute du dictateur autoproclamé homme fort au Burkina Faso. Et enfin Jacques Nassirou Cissé de Lomé. Qu'Allah Tout-Puissant nous accorde la santé, la longévité, le progrès et la réussite dans nos entreprises. 2014 aura donc été une année malheureusement marquée par des événements meurtriers. Nous venons de l'entendre, le terrorisme a pris un nouveau visage avec l'État islamique. La planète a redécouvert la peur provoquée par l'épidémie d'Ebola. Les crashs aériens n'ont jamais aussi fait les gros titres de l'actualité après plusieurs tragédies, dont celle impliquant des compagnies malaisiennes. Ce sont là quelques-uns des pires tueurs de l'année 2014 dans le monde. Et s'il y a un pays qui se sent très préoccupé, ce sont bien les États-Unis, comme nous l'explique Lionel Gaïma. Ces spots publicitaires, plutôt négatifs, pendant cette année électorale, ont mis en exergue l'avancée des djihadistes au Moyen-Orient, tout comme l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais l'ancien évêque et chroniqueur Gene Robinson croit que la vraie menace à l'Amérique vient de ceux-là qu'il qualifie de marchands de la peur. C'est particulièrement troublant
qu'une nation comme les États-Unis, qui jouit d'une puissance et de ressources sans précédent, puisse vivre dans un tel état de peur. Cette publicité contre les textos, pendant qu'on est au volant, est un exemple de la manière dont on peut utiliser la peur pour aider à améliorer la santé publique. Mais dans une récente conférence de personnel médical et anthropologue à Washington, Doug Henry de l'Université de North Texas a déclaré que tel n'a pas été le cas quand il s'agit de la quarantaine imposée aux agents de santé revenant des régions d'Afrique où ils étaient allés aider les patients d'Ebola. Ce que nous avons vu avec cette épidémie, c'est que si vous n'avez que la peur, rien que des messages de peur, en l'absence de tout message d'auto-efficacité, c'est-à-dire des messages qui montrent aux gens comment faire face à une réponse, cela peut en fait créer des comportements sociaux inadaptés et conduire les malades à la dissimulation, à une psychose de la peur et à l'hystérie. Le très populaire comique Jon Stewart estime que les médias ont en 2014 exagéré le danger. Avez-vous fait attention aux nouvelles ces derniers temps? Vous pouvez avoir entendu que nous allons tous mourir. Il y a toujours un certain degré d'incertitude et de peur dans n'importe quelle culture. Gregory Button de l'Université de Tennessee, Knoxville, souligne qu'il n'y a pas d'hystérie massive au sujet des accidents de voiture, pourtant l'une des plus grandes causes de décès dans ce pays. Les cultures font les choix et sélectionnent les problèmes sociaux sur lesquels elles vont se concentrer. Souvent, ça a l'air irrationnel. Pendant que les spots publicitaires politiques et la couverture des médias mettent en exergue les menaces étrangères, les sondages d'opinion publique montrent que les Américains, eux, se soucient beaucoup plus de la sécurité de l'emploi et de l'économie. Nous sommes ici dans le petit Sénégal, Little Sénégal, dans le quartier de Harlem à New York, où Roger Muntu a rencontré quelques-uns des membres de la diaspora africaine pour leur demander ce qui a retenu leur attention en 2014 et leurs attentes pour 2015. Roger ? Effectivement, Jacques, comme vous voyez juste derrière moi, les Africains ici à Little Sénégal, à New York, tiennent beaucoup de commerce et nous avons fait un petit reportage. Suivant. La fin d'année 2014 passe le relais à la nouvelle année 2015. Le moment est donc venu pour les membres de la diaspora de Little Sénégal à Harlem, New York, de nous parler des grands événements qui les ont marqués en 2014. Madame Fatoumata Fadiga est guinéenne d'origine. Cette commerçante des produits de beauté a été affectée par l'une des plus grandes nouvelles du moment. Ebola, c'est pas bonne maladie. Moi, je souhaite Ebola va partir et ne revenir plus dans le monde. Pas en Afrique ni occidentaux. On ne veut pas Ebola. Ebola, si ça rentre dans nos familles, c'est pas bon. Donc on produit que Ebola parti, il ne vient plus. Que le virus à Ebola ne revienne plus, c'est une idée que partage aussi Isabelle Maï, une agente de voyage originaire de Côte d'Ivoire. Le cas de l'Ebola en Afrique, où il y a eu beaucoup de morts, c'était vraiment triste. Et il y a eu le cas aussi du Burkina Faso. Le peuple, le courageux peuple du Burkina Faso qui a dit non à la dictature après 27 ans. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Je les félicite. Le Malien Mamadou Dembélé est résident à Brooklyn, New York. Le nouvel vraiment qui m'a marqué dans 2014, vraiment c'est le problème des djihadistes en Afrique qui se passent tuer. Il y a eu beaucoup de tueries en Afrique. Vraiment, avec la maladie Ebola qui nous a vraiment effrayés. Et puis on a perdu vraiment beaucoup de frères et sœurs. Vraiment, c'est ce qui m'a marqué dans 2014. Même après ses 23 ans au pays de l'oncle Sam, Fatoumata n'oublie pas ses origines. Elle a un souhait pour le monde en général et les Africains en particulier. Je prie Dieu que le 2015 va bien avec le paix dans le monde et le santé dans le monde et longue vie pour tout le monde. Isabelle, elle, a une pensée profonde pour son pays, la Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, je souhaite bonne heureuse année 2015, la paix, l'amour, la joie. La paix, l'amour, la joie, oui, c'est possible. Mais d'après Mamadou, pas sans être unis, car, dit-il, l'union fait la force. Que nous soyons ensemble, vraiment
de préparer beaucoup de choses, lutter contre ces maladies et lutter contre vraiment les gens qui viennent tuer les gens en Afrique. Vraiment, c'est cet appel que je donne à mes frères africains de se réunir pour qu'on puisse combattre ce fléau. Pour certains Africains de New York, l'année 2014 n'était pas très fructueuse en Afrique. Ils m'ont dit en anglais « Let's keep hope alive », ce qui veut tout simplement dire « Gardons espoir ». Et voilà pour ce tout premier numéro de Washington Forum en ce 1er janvier 2015. Plein d'autres à venir, bien évidemment. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition pour vous. Je remercie Roger Muntu, Linda Ring, Lionel Gaïma, Michel Joseph et à tous nos collègues de la rédaction francophone de la VOA. Je remercie toutes nos radios et télépartenaires en Afrique et ailleurs dans le monde. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous accueillir chaque semaine chez vous. C'était Jacques Aristide à New York. Je vous donne rendez-vous très bientôt à Washington. Je vous dis à très bientôt et plus que jamais, take care. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.